La question sanitaire, si vous voulez bien, malgré les variants qui prennent leur part de marché, comme on dit, dans l'épidémie, l'explosion des cas à ce stade ne s'est pas produite. Est-ce que vous donnez le point à Emmanuel Macron quand il a décidé un vendredi soir de faire annoncer par Jean Castex qu'il n'y aurait pas de reconfinement alors que tout le monde disait qu'il faudrait le faire? Il a décidé de ne pas le faire. Est-ce que vous lui donnez le point? Vous dites bien joué. Mais c'est pas un jeu, pardon, hein, mais bien décidé. Non, mais écoutez-vous parler, Madame Martichoux, et vous verrez. Bon, alors vous me dites, ça n'a pas explosé, est-ce qu'on donne le point à Monsieur Macron? Donc vous, Madame Martichoux, vous prenez la responsabilité ce soir de nous dire que la contagion s'est ralentie. J'ai dit à ce stade. Hein. Il y a pas la même chose qu'on me fait à moi. Et deuxièmement, que le point reviendrait à quelqu'un. Parce que c'est un match, et dans le match, Monsieur Macron aurait le point. Non. La politique de Monsieur Macron en matière de gestion de la crise sanitaire est une déroute absolue. Et je dis qu'au lieu de bavarder, de se tromper tout le temps comme ils l'ont fait sur les vaccins qu'on accepte ou pas. Ils n'ont pas voulu du vaccin russe parce qu'ils croient que le vaccin russe est communiste. Cette chasse à l'islamo-gauchisme, c'est une forme de complicité avec l'extrême droite. C'est une chasse aux sorcières. C'est une complicité avec l'extrême droite. Bien sûr. Mais enfin, d'ailleurs, M. Darmanin, au moins, il a l'honnêteté de ce qu'il dit. Il dit, mon objectif, c'est d'aller chercher l'électorat de l'extrême droite. C'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, M. Macron, M. Darmanin, aujourd'hui, ils vont chercher ce qu'ils pensent être nécessaire pour aller chercher l'électorat de l'extrême droite. Bonjour le barrage. Et quand je vous dis que face à, effectivement, visiblement, cette incompréhension, certains disent qu'il y en a, d'autres disent qu'il n'y en a pas. Au fond, qu'avez-vous à craindre d'une sorte d'état des lieux? On est dans l'Inquisition. Pourquoi refuser cet état des lieux? À mon avis, on devait dire à peu près la même chose aux victimes de l'Inquisition au Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous avez à craindre de l'Inquisition? Pourquoi vous seriez inquiet puisqu'ils ne vont rien trouver? Enfin, vous voyez bien l'atmosphère dans laquelle on est. Qu'est-ce que c'est qu'une ministre de l'université qui, au moment où son bilan, encore une fois, j'y reviens quand même, parce que vous avez des files d'attente d'étudiants devant les universités pour essayer de se nourrir, d'accord? Donc c'est un leurre. L'État a octroyé un demi-repas, c'est ça qui équivaut, un demi-repas par étudiant pour l'instant, jusqu'à maintenant. Heureusement qu'il y a les associations. Vous avez une université qui craque de partout, tellement il n'y a pas de moyens pour l'université dans ce pays. Vous avez une université qui marche sur une majorité maintenant de précaires, etc. C'est son bilan. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le problème majeur aujourd'hui de l'université, c'est l'islamo-gauchisme. Enfin, vous voyez bien que c'est un on a leurre. bien compris sur l'histoire de la priorité. Après, on a du mal quand même à parler des faits. C'est leur bilan. Comment? On a quand même du mal à parler des faits. Non, j'ai pas du mal à parler des faits. Vous citez un article et vous me dites, dès le départ, c'était complaisant. Vous voyez bien que j'ai pas la thèse. Si vous voulez, on va prendre une heure Éric ensemble. Coquerel, vous restez sur ce mot-là. Je ne vais pas réagir sur la réaction d'un magazine par rapport à quelque chose qui estime à l'avance qu'il y avait un problème. C'est pas comme ça qu'on peut faire une interview, Pauline de Malherbe. Bon, on a bien compris de toute façon qu'en effet, ça n'est absolument pas la priorité et c'est encore source de polémique et de confusion. C'est surtout, je vous dis que, je le répète, cette ministre de l'Éducation, de l'Enseignement, de la Recherche, a fait de la diffamation, du complotisme, elle doit démissionner. Donc elle doit démissionner. Bien sûr. Pour vous, c'est clair. Et si M. Blanquer est solidaire, il peut y aller avec. Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through with that new thing. See, I don't know why I trust you. David Guiraud, est-ce que selon vous cette dissolution demandée par le ministre de l'Intérieur est fondée? Quand une organisation a pour programme politique, je vous en cite un puisque ça fait partie de leur objectif, de faire sortir les Juifs de France et de les faire retourner dans leur pays. Vous pensez que c'est un programme politique républicain? Est-ce que quelqu'un autour de la table pense que faire retourner les Juifs dans leur pays est un programme politique qui est normal, qui est anodin comme les autres? Moi, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Et d'ailleurs, la personne qui a dit ça est contributrice sur le site de Madame Cluzel, le boulevard Voltaire. Il a écrit des articles sur votre site. Oui, madame. A priori, ça n'est pas de génération identitaire. Là, vous parlez d'un exemple qui ne fait pas partie des... C'est pas vrai, madame? C'est dans le programme. Je sais même pas de quoi vous parlez, mais c'est dans le programme de génération identitaire de faire revenir les... A priori, pourquoi il faut dissoudre une organisation qui dit sur Radio Courtoisie en 2015 qu'effectivement,
les Juifs seraient amenés, si Génération Identitaire était au pouvoir, à être ramenés dans leur pays. Voilà. Et effectivement, madame, vu que vous n'avez pas l'air de connaître votre site, je croyais que vous en étiez une des organisatrices, il est effectivement contributeur sur votre site, Pierre Larty. Je demande à tout le monde de vérifier, Pierre Larty, de Génération Identitaire. Parler du programme des gens, allez pas sortir... c'est son programme, renvoyer les Juifs chez eux. Voilà. Bien sûr, renvoyer les Juifs chez eux, je vous assure que en tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les Juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de rémigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. En prison. Et je vous dis ça parce que vous êtes complètement partie prenante là-dedans. Je le sais, madame. Je sais que vous avez aussi supprimé, récemment une interview d'un des cadres de Génération Identitaire sur votre site. Boulevard Voltaire, Monsieur Martin Sellner, mais tout le monde va pouvoir vérifier. Voilà. Sincèrement, non, attendez. Pourquoi vous coupez pas la Non, attendez, pardon, vous ne pouvez pas dire ça, pardon. Vous ne pouvez pas dire que Gabrielle Cluzel soutient des antisémites notoires. Sincèrement, vous n'avez pas la preuve de ça. Elle n'a jamais dit sur nos plateaux quelque chose qui se rapporterait à ça, s'il vous plaît. Elle défend la non-dissolution de Génération Identitaire, dont un des porte-parole a déclaré que son programme politique c'était de renvoyer des Juifs dans leur pays. Je ne sais pas lequel pour les Juifs qui sont en France depuis le XIIe siècle, et vous me dites qu'elle défend pas des antisémites. Bien sûr que si. Vous savez qu'en France, on a eu il n'y a pas longtemps une loi qui est passée sur le bien-être animal. Tous les amendements sur ce sujet ont été déclarés irrecevables par la majorité. Et l'interdiction de l'élevage des visons qui dorénavant sont pointés comme un des vecteurs, on appelle ça, c'est un mot savant, mais qui est drôle, la zoonose. Hein, on passe par les animaux pour... cette interdiction a été reportée de plusieurs heures. Ça nous a permis de découvrir Madame Le Pen, parce qu'à cette occasion, elle est venue, pour une fois, voter ce truc-là, c'est-à-dire le report de la fin de l'élevage de visons, les visons méritant moins d'intérêt à ses yeux que les chats. L'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien amical. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays. Alors ma question était, ça vous choque? Point d'interrogation. Oui, la réponse est manifestement oui. Oui, beaucoup, vraiment beaucoup, parce que il est le ministre en charge justement de la lutte contre la corruption et la délinquance, etc. Et il fait un commentaire sur une décision de justice. Rendez-vous compte que c'est inacceptable. Et d'ailleurs, il fait un commentaire humain, il fait un commentaire, un témoignage d'amitié. Il n'a pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il fait de la politique. Il est ministre d'État. Je veux dire, ses sentiments et sa relation personnelle avec Nicolas Sarkozy, très bien, mais je veux dire, elle n'intéresse pas les citoyennes et les citoyens, et en tant que ministre, il n'a pas à faire état de cette empathie et de, quelque part aussi, une confiance. Il réitère sa confiance dans Nicolas Sarkozy. D'où sortez-vous cette règle? Il n'a pas à commenter une décision de justice. Ah bah, je suis désolée, l'exécutif... Mais il a le droit de dire son affection pour X, Y, Z ou Sarko. Ou W, oui. Ces gens-là n'ont rien prévu à aucune étape et sont incapables d'imaginer autre chose que des choses inhumaines. Car voyez-vous, tout à l'heure... C'est quoi inhumaine? Dites-nous. Eh bien, imaginez qu'on peut transbahuter des malades d'un endroit à l'autre du pays, comme s'ils n'avaient pas, comment appelle-t-on cette chose, une famille. Hein. Imaginez qu'on peut se passer de tout et rester enfermé. Ça, c'est une vision de technocrate. Ça ne comprend rien à ce qu'est l'être humain, qui est un être social, qui a besoin, et qui en a besoin, je vous annonce que la vague numéro 4, ce sera une vague psy. Parce que nous avons d'ores et déjà un embouteillement de ces problèmes dans les hôpitaux et les services spécialisés, avec des bouffées délirantes de plus en plus fréquentes, etc. etc. Mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, c'est basé sur ça qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, tient. Il entend les médecins, celui qu'on a entendu juste avant. Pour l'instant, il n'y a pas de reconfinement. Mettons en facteur commun, loué soit Emmanuel Macron, mais si on essaye de réfléchir... Non, je pose la question sur la stratégie politique. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris que c'est une question, je croyais que c'est une affirmation. Adrien Quatennens, qu'est-ce que vous dites aux électeurs de gauche qui avaient fait barrage à Marine Le Pen en 2017 en votant pour Emmanuel Macron au second tour et qui pourraient être tentés de ne pas le faire si la situation se reproduit dans un an? Mais écoutez, que vous voulez que je vous dise que je les comprends? Il y a 4 ans de ça maintenant, en 2017, vous vous rappelez quand Jean-Luc Mélenchon avait dit « pas une voix doit aller à Madame Le Pen », mais n'avait pas donné de consigne d'appel au vote pour M. Macron. Ce qui lui a été reproché. Oui, mais à l'époque, nous avions fait un sondage au sein des Insoumis en posant la question « qu'allez-vous faire au second tour ?» Et on avait 3 tiers très clairs. Un tiers qui nous dit « j'irai voter Emmanuel Macron pour faire barrage ». Un autre tiers qui nous dirait « moi je vais m'abstenir ». Un autre qui nous disait « je vais voter blanc ». La vérité aujourd'hui, c'est qu'on voit bien cette séquence qui est en train de produire un retournement du champ politique. Je veux que vous l'appréciez. Quand M. Macron fait dans les colonnes de l'Express un hommage à Pétain et Maurras,
quand s'ensuit la séquence sur le séparatisme où il n'a été quasiment que question du voile à l'Assemblée nationale pendant 15 jours. Puis la séquence du débat Darmanin-Le Pen, où M. Darmanin dit à Mme Le Pen « vous êtes trop molle », etc. etc. Macron-Le Pen, c'est la même chose. Est-ce que dire ça, c'est pas... Non, je dis pas que c'est la même chose. En tout cas, ce que je dis, c'est que la frontière est de plus en plus réduite. Et que ce qui les sépare, vous pensez que si Marine Le Pen était au pouvoir aujourd'hui, on aurait la même chose qu'avec Emmanuel Macron? Écoutez, je pense qu'Emmanuel Macron a eu une stratégie qui est en train de se retourner contre lui, d'essayer de venir, comme il l'a fait avant avec d'autres, sur les plates-bandes de Mme Le Pen. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit à Mme Le Pen « vous êtes trop molle », vous pensez que... Enfin, je pense que le message est clair. Donc moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ce qu'il y a de certain, c'est que ceux qui ont fait barrage et qui ont pensé faire barrage à Mme Le Pen en votant pour M. Macron se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont voté en réalité pour celui qui est le plus à même de la pousser et de l'amener au pouvoir. Donc moi, je vous le dis très clairement. Concrètement, Adrien Quatennens, si en 2022, on a un duel Macron-Le Pen, vous votez pour qui? Mais moi, mon vote est secret. Donc je n'ai pas à me prononcer, et encore moins à cette heure. Moi, je vais vous dire une chose qu'il faut faire à tout prix, en revanche. Parce qu'on sait maintenant une chose. C'est que dans le cas d'un second tour entre M. Macron et Mme Le Pen a de grandes chances de gagner, ce que je ne veux pas pour mon pays. Parce que je ne veux pas de ce rabougrissement de la France. On a tant d'autres choses à faire et ça nous ferait perdre un temps considérable, tout, si la même en chose, plus de beaucoup de désastres. Je n'ai pas dit que c'était la même chose, je dis simplement il y a un glissement de plus en plus d'Emmanuel Macron sur ce terrain-là. Vous ne pensez pas qu'en disant ça, vous participez vous aussi à la dédiabolisation du RN? Non. Parce en disant après tout, s'il n'y a pas plus nécessité de faire barrage. Il n'y a pas question de diaboliser. Vous savez, je pense que la bonne méthode face au Rassemblement national, c'est pas de se contenter de le diaboliser, c'est de l'affronter sur le fond avec des arguments. Et ça, c'est plutôt facile à faire parce que franchement, Madame Le Pen, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, dit beaucoup de bêtises. Non, c'est vrai ça. Samedi, par exemple, je suis en train de manifester avec les gens devant les évidemment, faut vous donner le change, devant les canons à eau. Il faut vous donner le change. Vous n'allez pas rester chez vous. Venez avec moi le samedi devant les canons à eau. Non, j'ai pas envie d'être avec vous. C'est déjà pénible d'être avec vous ce soir. Donc je vais pas y passer en plus mon samedi. Je vous le dis. Si vous voulez, peut-être. Et le nombre de fois où vous êtes avec Monsieur Zemmour, c'est pas pénible? Je comprends pas là, franchement. Le nombre de fois. Danielle Simonet, conseillère France Insoumise. Toujours pas de mise d'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament. Est-ce qu'on s'assoit sur cette autorisation et on les prend quand même, les vaccins russes? Moi, si j'étais le président de la République, c'est exactement ce que je ferais. De même que je ferais venir les vaccins cubains, de même que je ferais venir les vaccins chinois, parce que, alors qu'il est, il y a des pays entiers qui se vaccinent avec les vaccins chinois. Ouais. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas faire d'idéologie en matière sanitaire. On prend ce qu'il y a quand c'est avéré que ça marche. J'ai entendu la première fois me riposter sur les Russes des bêtises du genre c'est parce qu'il est communiste. Non, il n'y a plus de communistes en Russie depuis un moment. Non, et puis ça n'est pas idéologique. Je dis qu'il faut s'adresser à eux et dire est-ce que vous pouvez en fabriquer chez nous? Ils nous ont proposé de le faire. Le savez-vous, auditeurs de France Inter? La Russie a proposé à la France d'agir en commun. Et les pouvoirs et les autorités françaises ont refusé. Ensuite, on m'a dit, mais ils n'ont pas déposé leur dossier. Voilà, maintenant ils l'ont déposé. L'autorité doit donner... Madame Salem, mais on s'en fout qu'il l'ait déposé ou pas. Monsieur Mélenchon, il y a des règles quand même, non? Vous ne voulez pas que l'Agence européenne du médicament valide ou pas? Comme vous avez raison, il y a des règles qui nous permettent de mourir dans le respect des règles. David Guiraud, sur cette question de censure, est-ce qu'on peut condamner des idées en France? Oui, on peut condamner les idées racistes, comme je vous l'ai dit. On peut condamner les idées antisémites, parce que quand on déclare que les Juifs ont vocation à rentrer chez eux et que le programme politique de Génération Identitaire, c'est d'aider les Juifs, pas d'aider, de forcer les Juifs français à rentrer je ne sais où, probablement en Israël, j'imagine, c'est antisémite, c'est un délit. Le fait de recevoir des dons de terroristes et de prôner des idéologies comme le grand remplacement qui sont utilisées pour faire des tueries de masse comme celle de Brendan Tarrant, c'est illégal en France, ce n'est pas permis, vous voyez. C'est pas parce que la justice n'a pas encore condamné des gens que ce qu'ils font est illégal. Et par ailleurs, les opérations, notamment à la frontière, c'est une usurpation des compétences de l'État. Mais vous savez, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, encore, je vous le dis, c'est l'idéologie, c'est le potentiel terroriste de cette organisation depuis qu'elle a été créée. Et ensuite, ce sont tous les délits qui ne sont pas des délits d'opinion. Être raciste, c'est un délit en France, ne vous en déplaise. Être antisémite, c'est un délit en France, ne vous en déplaise. Être violent et mettre des coups de couteau au sol à des mineurs près de son local politique, c'est un délit en France et ça mérite la dissolution en effet. Clément Martin, sur ces accusations de racisme, d'antisémitisme, quelle est votre réponse? Tout simplement, mon contradicteur a un petit peu de mal avec la notion de liberté d'expression, manifestement.
nous sommes hostiles à l'immigration massive et à l'islamisation, et ce sont des opinions qui sont parfaitement autorisées en France, même si en l'espèce, la décision de l'Église semble remettre en cause cela. Mais monsieur, vous me faites rire, vous représentez les jeunes de la France. Oui, et d'ailleurs, notre avocat s'appelle Maître Golnadel, ça ne vous aura pas échappé. Si nous étions antisémites, je doute qu'il nous aurait défendus, vous voyez, par exemple. Ça ne grandit pas. Ça ne grandit bien, pas, mais donc, moi, je me pose une question. Vous êtes le représentant des jeunes de la France insoumise. Vos députés, dont vous semblez très fiers, ont défilé avec les islamistes du CCIF lors de la manifestation contre l'islamophobie. CCIF qui est donc mouillé en relation avec des entreprises terroristes, djihadistes. Donc, si vous voulez, vos leçons de morale me paraissent quand même très décalées par rapport à la réalité des faits, en l'occurrence, que je viens de mentionner. Donc c'est très intéressant. Si je comprends bien, vous êtes pour dissoudre le CCIF parce que vous dites que soi-disant il a des liens avec des entreprises terroristes. Vous ne savez pas lesquelles par ailleurs, mais c'est pas grave vu que vous ne pouvez pas le prouver. Mais par contre, vous qui avez des liens et recevez des financements directs de terroristes qui ont tué 50 morts, notamment en Australie, vous ne devez pas être dissous. C'est donc ça votre argument. Est-ce que je le comprends bien? Oui, tout à fait, parce que d'autant plus que déjà le virement, en l'occurrence... Eh bien, à la niche, vous allez être dissous et c'est très bien. Est-ce que nous ne savons pas depuis le mois d'octobre et novembre dernier que ce vaccin marche? Alors qu'est-ce que nous avons attendu pour aller dire aux Russes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en livrer? Et nous examinons tout de suite de savoir si oui ou non ça marche. Il y a 5 vaccins cubains. Combien de temps on va mettre à aller demander? Vous savez ce qui se passe avec Cuba? J'ai vu l'ambassadeur de Cuba il y a 2 jours. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes en état d'en livrer? Il m'a dit, nous allons commencer par finir de vacciner tout le monde, ils sont 11 millions, d'ici au mois de juillet. Et il dit ensuite, nous livrerons les vaccins aux pays pauvres parce que vous autres, les pays riches, vous n'en donnez pas à ceux qui sont pauvres. Voilà où on en est. C'est de Cuba que nous recevons une leçon. Alors je sais que pour dire ça, ça va me valoir toutes sortes de commentaires sur le régime cubain, etc. Parce que le nôtre étant parfait, il est normal qu'on se moque de celui des autres. Jean-Luc Mélenchon. David Guiraud, je ne sais pas si vous allez regarder Jean Castex sur Twitch ce soir. Moi, j'ai une petite question par rapport à la stratégie de la France insoumise avec le numérique. C'est vrai que vous faites partie des partis, pour le coup, qui a été précurseur de ce côté-là. Est-ce que ce sont les jeunes du parti qui ont convaincu, et vous, par exemple, qui ont convaincu Jean-Luc Mélenchon de s'y mettre, ou ça l'intéressait déjà? Bon, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, sur Jean Castex, moi, je pense qu'à un moment, il y a la question du décalage, quand même, entre la personne et le média qui se pose. Parce que pour moi, Jean Castex sur Twitch, c'est quand même comme un dinosaure qui va faire du trampoline. Alors vous me dites c'est l'Europe, je suis d'accord avec vous. Ben oui, c'est l'Europe. Il y a un problème sur la construction européenne. Mais de grâce, évitons de nous faire des caricatures comme celles que nous faisons. J'ai entendu il n'y a pas longtemps Place Publique dire que j'avais une sorte d'appétence pour les pouvoirs forts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand, moi qui soutiens, je me fais régulièrement peindre en poutinien. Alors moi qui soutiens le seul opposant qui fait de la prison en Russie, qui est M. Sergueï Udalsov, je ne sais pour quelle raison, quand on arrive en France, me voilà repas en poutinien. Donc ce n'est pas sérieux de leur part. Il y a Navalny aussi, en opposant en prison aujourd'hui. Oui, Sergueï Udalsov, il ne vous a pas occupé une seule seconde sur cette antenne, il est resté 4 ans et demi en prison.